merci pour l'invitation. Donc Elsa, qui est donc ma collègue de l'université également, Marie et Louis Pasteur, et puis collègue de recherche au sein de l'unité de recherche EGLAT. Merci donc à toute l'équipe de m'accueillir pour cette présentation qui, en effet, va correspondre à un travail sur lequel je suis encore, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais vous présenter qui sont vraiment de l'actualité de ce sur quoi je travaille actuellement. Et pour contextualiser un petit peu, je vais revenir en arrière sur le contexte de la recherche, parce que pour ceux qui connaissent un peu mes travaux, ils doivent se demander pourquoi je mets tout le temps plein de chats partout. Donc je reviendrai un peu sur ceci pour un peu expliquer là où j'en suis maintenant, et puis donc ce parcours-là est beaucoup moins important à éclairer. Donc, alors, il y a des petites animations. Donc bien évidemment, vu que je vais parler de musique, il y aura de la musique. J'espère que le son il sera correct à la fois ici ou à distance. Je sais que des fois entre deux diapos, le son est parfois différent. Donc pourquoi ces chats en fait? Ces chats, ils sont un petit peu une figure de proue de la viralité sur Internet. Et étant donné que je travaille depuis bientôt 15 ans sur les réseaux sociaux numériques, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait quels sont les facteurs qui vont permettre en fait la propagation des contenus. Et puis quand j'ai commencé ce travail-là, on était sur une problématique de l'image comme étant un facteur qui va impulser cette viralité. Le partage d'images, que ce soit de l'image fixe ou de l'image audiovisuelle ou de l'image sous forme de GIF, comme là vous pouvez le voir. Donc la question c'était de savoir, d'essayer d'identifier les ingrédients de cette viralité à partir de l'image des chatons mignons. Du coup c'est devenu le hashtag chaton mignon pour caractériser cet élan de participation, alors qui se réalise à travers les mèmes. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous reconnaissez peut-être certains mèmes de chatons mignons, comme je dirais le plus connu c'est le Grumpy Cat, c'est la chatte qui fait la moue, là, qui a une déformation faciale et qui est très utilisée par anthropomorphisme, en fait, souvent dans un usage décalé pour parler de son humeur personnelle. Donc il y a d'autres mèmes très connus. Le Nyan Cat, je vous l'ai fait écouter parce que je vais revenir dessus à plusieurs reprises. C'est un des mèmes qui justement a été propulsé avec l'ajout de la musique. Donc c'est aussi quelque chose qui a été important. Je ne parle que de mèmes, mais dans la récolte que j'ai faite sur l'ensemble des publications, à l'époque c'était Twitter, Instagram et TikTok, j'avais récolté 4000 publications. Et je n'ai pas que des mèmes, c'est-à-dire qu'il y a aussi les chats qui sont utilisés dans un registre sérieux, notamment pour parler de soi. Et donc c'est quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup été lié aux suites du confinement et le fait de pouvoir se filmer son intérieur, montrer son chez-soi, son chat qui passe devant un clavier d'ordinateur durant les visios. Il y a eu quelque chose, à mon avis, qui a un petit peu été un passage où le chat il devient un peu une manière de présenter son intimité. En fait. Donc voilà, et puis surtout ce qui est très important à souligner, c'est que ça s'appelle chaton mignon, il y a mignon, et là je vous ai bien mis de la mignonnerie à gogo, je me suis bien amusée avec tous ces cœurs. C'est vraiment en fait le moteur de la viralité considéré par un ensemble de chercheurs qui travaillent sur le partage viral des publications sur les réseaux. Le principe de dire qu'un contenu qui affecte l'usager, l'usagère, va propulser en fait son partage, va amener à des réactions, des republications, des réappropriations. Donc cette valeur affective des images, des emojis, des interactions, des réappropriations, c'est vraiment considéré comme étant un élément essentiel qui va être identifié comme moteur de la viralité. Et donc à partir de ce travail-là,
j'ai identifié d'autres ingrédients, donc sur TikTok, parce que sur Instagram, j'avais travaillé uniquement sur de l'image fixe, où en fait les musiques, elles avaient énormément de sens aussi du point de vue de l'affectivité, et que l'on peut donc considérer les musiques comme étant des nouvelles capsules affectives. Je cite ici Albert Wagner, qui est venu ici il y a quelques mois, donc à propos des mèmes. Et donc vraiment l'idée que ces mèmes-là vont nous affecter, vont donc être des moteurs et des machines à clics. Et c'est ce qui va permettre de comprendre et de mettre en évidence tout le processus en fait de l'économie de l'attention. De l'économie de l'attention, plus précisément étant donné que je travaille sur les réseaux sociaux numériques. Donc je situe mon travail dans la continuité des travaux de Yves Citon, mais aussi dans la continuité des travaux de Camille Allouin et Julien Pierre, qui eux ont mis en avant cette idée de web affectif, dans le sens où ce qui va être le moteur de l'attention et donc le moteur de l'économie des structures, des infrastructures, enfin des réseaux sociaux pour le dire plus simplement, c'est ce qui va vraiment affecter l'usage, affecter au point qu'il va repartager, republier, détourner, enfin créer des mèmes. Et donc la notion que j'ai proposée dans le livre sur les châteaux mignons, j'ai en fait décliné la notion de clic et cat pour représenter cette idée-là. Et c'est une notion qui m'est très utile pour expliquer notamment à mes étudiants, qui sont étudiants en première année à l'IUT, pour vraiment leur donner des exemples très concrets de l'économie de l'attention. C'est-à-dire concrètement, quand tu as un algorithme qui est ajusté en fonction de ce qui va t'affecter sur les châteaux mignons, tu reçois de la publicité avec tout un tas de produits pour humains et pour chats, ou pour chats et humains. Enfin, je ne vais pas vous montrer toutes les choses qui existent. Mais en tout cas, c'est un exemple très évocateur pour expliciter cette idée d'économie de l'attention. Dans le contexte... Alors, ce qui a donc un point très important en tout cas par rapport à cette idée de culture numérique participative qui rejoint donc les travaux d'Henry Jenkins sur cette idée de participation collective, d'élan collectif, du fait de se représenter dans un ensemble et de pouvoir être soi-même la personne qui va répliquer, qui va faire varier un élément culturel. Et ici, ce que vous avez comme exemple, c'est typiquement cette culture du remix appliquée au mème de chat, où en fait on a des mini, donc on a le fond musical qui correspond au mème Chipi Chapa. Alors initialement c'est l'image du chat qui gratte sa litière avec une image très floue et très glitch, je reviendrai dessus. Ce côté décalé avec une musique qui est accélérée et qui fait référence à une musique très ringarde. C'est l'esprit du web en fait qui est présent ici, et le E4 qui va être un mème qui a déjà de l'ancienneté, qui est repris sans arrêt sous forme de petites virgules en fait des citations qui vont ponctuer en fait les discours. Donc typiquement, la culture participative, ça fait partie vraiment de cet esprit qui va permettre de comprendre en fait comment les contenus circulent. Donc ça, c'est un élément que je prends en considération. Alors voilà, je vous avais dit attention aux oreilles.
Donc ici, on est typiquement dans cette culture du glitch qui a été décrite par Alba Wagner dans son livre sur les mèmes. Donc cet esprit décalé, cet esprit de la mise en avant de l'erreur et justement de jouer sur le côté complètement dénaturé avec un son hyper saturé ici, dans une reprise d'une musique très connue au niveau de la culture pop. Et donc ce qui arrive aussi du point de vue des observations que j'ai pu mener sur les Châteaux Mignons, c'est la place de la publicité déguisée qui apparaît au sein des contenus. Donc élément encore une fois important du point de vue de l'économie des plateformes. Et on est vraiment ici dans des principes de dépublicitarisation, si je reprends le terme qui a été proposé par Berthelot, Guyet, Marty et Patrin Leclerc. Où en fait l'identité de la marque est masquée, cachée. Peut-être quelqu'un qui a laissé un micro. Et donc ici, il n'y a pas forcément une vision explicite du fait qu'il s'agisse de publicité. Et ça fait quelques années en fait que j'observe vraiment ces nouveaux contenus qui vont permettre en fait un partage viral des publications et qui va cette fois-ci être vraiment impulsé par les algorithmes, puisqu'il y a une mise en visibilité de ces contenus qui vont être surreprésentés du point de vue de la visibilité par rapport à des contenus qui seraient plus liés à des visibilités plus moindres. Donc on voit aussi que à travers ce partage viral se pose la question de la mise en visibilité des contenus qui vont apparaître en fonction de l'algorithme de recommandation en haut du panier, quelque part, pour le dire de manière un peu simple. Et donc ça a été quelque chose que j'ai observé récemment, cette surreprésentation des marques. Et alors, donc vous allez me dire, ça part dans tous les sens, mais ça c'est quelque chose d'essentiel aussi que j'ai pu observer au moment de la récolte de ces publications, où je voyais une surreprésentation de Châteaux Mignons qui était associé donc à l'image d'Adolf Hitler. C'est ce que j'avais renommé dans un article portant sur les mèmes et la viralité en ligne, les Chadolf Hitler, avec le hashtag Hitler qui est très viral. Et s'est posé en fait cette question-là de cette culture participative. Oui, on s'amuse avec des références, on s'amuse, vous reconnaissez le Nyan Cat, qui est devenu le 999 Cat, avec donc l'utilisation de symboles qui font référence explicitement au régime nazi, les croix gammées, le salut hitlérien, comme vous l'avez vu dans la vidéo, avec aussi ce principe de comparaison visuelle qu'on va retrouver aussi donc comme étant un format mémétique audiovisuel. On va montrer deux réalités, hein, le petit chat mignon avec une musique toute mignonne, et ensuite le chat qui lève la patte et dont le geste est associé à un salut nazi, avec la musique de fond qui est la musique Erika, qui était composée pendant le régime nazi. Et d'ailleurs qui a fait l'objet aussi d'une étude spécifique sur la question entre musique et politique, notamment dans le travail très récent qui est en cours de finalisation, sur justement en fait essayer de comprendre l'ambivalence qu'il peut y avoir dans la répétition, dans la réappropriation de références qui font explicitement le lien avec l'un des épisodes les plus sombres de notre histoire. Et donc la question aussi, c'est toujours de se poser la question de l'humour là derrière. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut se cacher derrière cet humour et dire mais oui, mais c'est une blague, c'est pour rire, j'ai juste republié cette photo, j'ai juste mis en avant ce contenu, c'est un petit chat, voilà, je ne fais de mal à personne. Et la question qui se pose, c'est individuellement, en fait, en termes de responsabilité, oui, pas de souci, mais du point de vue de la viralité, ça pose d'autres questions, puisqu'on a des élans collectifs qui vraiment reprennent, s'amusent avec l'utilisation de ces références-là, sous cette
cette protection, on va dire, de l'humour, alors que l'on appelle le LUL, c'est la forme du LOL, qui est un LOL teinté de méchanceté, qui vise à dénigrer l'autre, donc qui va être plus grinçant que le simple LOL. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat, they're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat, they're eating the cats, they're eating the dogs, eat the cat, eat the cat, eat the cat. Alors, ce parcours-là que je vous présente, c'est chronologique. Excusez-moi d'intervenir, là, je suis désolée, mais on a mis quelques... En fait, on n'entend pas le son des vidéos, et en même temps, on est toujours sur la diapo 4. Alors, comment on fait? Ah, parce que vous partagez une fenêtre. Il faudrait que j'arrête le partage. Alors, où est ma souris? Oh, vous faites bien d'intervenir. Alors, j'arrive pas à... J'arrive pas à voir ma souris. Est-ce que c'est un écran J'arrête le partage. On va l'arrêter, puis on va remettre peut-être toute la fenêtre. Ce que je vais faire, c'est peut-être... Parce que si on faisait partager tout l'écran, ça ferait défiler l'écran. Pas juste Oui, mais du coup, il faut que je mette... J'essaie de... C'est tout ça que je peux faire, en fait. T'as beaucoup de chats, toi, sur ton TikTok. Je sais pas si. Je suis pas trop sûr. C'est un euphémisme pour dire que je suis pas du tout. Je sais pas. C'est que les gens reçoivent des choses que les gens m'envoient. Et puis, ils ont fait une performance, c'est ça, sur ah oui. C'est très C'est cool. Alors, on va essayer de... Ah, pourquoi ça marche plus? Ok. Ça revient. Voilà, doucement, hein. Ça revient. Sans paniquer. On va essayer de... Alors. Oh non. Oh là là. Ce sont les fenêtres. Voilà. Alors, Mais je suis pas sûr que ce soit mieux. il faut essayer. Parce que déjà, ça bouge là. Ah, oui, mais faudrait... Est-ce que si je le mets... Parce que c'est peut-être juste le truc du grand écran. C'est ça que ça bouge plus. Vous allez avoir des belles chansons dans la tête toute la journée. Oh là là, c'est catastrophique. Attends, tu veux que je mette le nom du site? Sinon Mais toi, t'arrives à partager du contenu et à le faire bouger, parce que en fait, c'est juste ça. C'est pas une question forcément de... Si je fais ça... Là, est-ce que c'est bon?
entendez là? Vous entendez? Eating the Non, dogs, je n'entends eating pas. the cats, eat En tout cas, on voit la diapo déjà. Ouais, Ok. c'est déjà un tout petit peu mieux. Mais Bah, c'est pas grave, je veux décrire ce qui se... Mais c'est bizarre qu'ils n'entendent même pas le son. Parce qu'ils doivent aussi entendre le retour de la scène. Oui, c'est ça, de retour, je comprends pas. Je l'entends vous très bien. Mais il n'y a pas un lien. Parfois, vous savez, quand on montre une vidéo, il faut cliquer sur accepter l'audio de la vidéo quand on partage une vidéo par écran ou Oui, mais sur Teams, je sais pas dans comment Zoom, c'est ça. Ouais, mais Sur là, c'est Teams, pas je sais pas. ça fonctionne en fait. Mon Dieu. Inclure le son. Ah voilà, ça, peut-être ça. Elle va pouvoir faire du montage, Léa, Alors, pour la vidéo. Parce que là, il y a un bon morceau à cat, couper. eat the cat. They're eating the dogs, they're eating. ça marche ou pas? Il y a quelqu'un qui entend très bien. Ah. Oui, c'est bon. Ok. Super. Ah, bah, Bon, dis- bah, merci pour tout. Merci. Ah, c'est toujours compliqué, hein, de... Déjà, enfin, c'est ce que je disais avant de venir, sans visio, c'est toujours compliqué d'avoir des diaporamas avec la vidéo, puis alors avec le dispositif de visio, c'est la même chose. Du coup, si vous n'avez pas vu, je vais pas remontrer les vidéos avec le son, mais celle qui me semble important quand même à montrer, c'est celle-ci. Voilà, par rapport à ce que je disais juste avant, de la comparaison audiovisuelle et musicale de l'utilisation de deux sons et deux réalités donc, qui vont créer un rapprochement incongru qui va faire émerger l'humour. C'est un humour décalé et cet humour ambivalent que je questionne. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat. Alors pareil, on l'a entendu plusieurs fois, je vais la couper. Ici, on est dans un autre contexte, mais c'est ce qui va nous rapprocher petit à petit du politique. Puisque ces châteaux mignons, où je me disais, bon, bah, c'est fini, je vais arrêter de travailler sur les châteaux mignons, j'en ai assez dit. Sauf que à l'automne 2024, Donald Trump en campagne va sortir cette petite phrase, les immigrés haïtiens mangent des chats et des chiens, donc une grosse fake news qui a fait un énorme buzz puisque tout le monde s'est réapproprié cette petite phrase. On a fait une déclinaison avec plein de mèmes, de gens qui cuisinent leur chat, qui mettent leur chat dans une casserole. Enfin, ça a été extrêmement viral au point où en fait, en France, où médiatiquement, le débat n'était pas forcément médiatisé, mais à partir du moment où ça a parlé de chat, c'est devenu quelque chose d'extrêmement fort. Et il y a, selon moi, et enfin je travaille cette hypothèse-là, une instrumentalisation de la part des politiques qui, je pense, stratégiquement, utilisent le potentiel viral des mêmes pour faire parler, que ce soit en bien comme en mal. Peu importe, l'important c'est qu'on puisse voir Trump voilà, en train de danser, qui en fait une figure en fait sympathique, où on crée en fait un capital sympathie à travers ses réappropriations, donc qui va complètement écraser en fait le débat et puis ces affirmations complètement fausses. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai questionné, ça fait aussi partie d'une de mes approches critiques, de poser en fait la question des mèmes comme étant des accélérateurs de désinformation. Et donc ça c'est quelque chose que l'on voit en communication politique, donc du point de vue des États-Unis. Et puis donc vous allez voir qu'on va se rapprocher petit à petit, et donc je passe à la diapo suivante. Et donc là, vous reconnaissez le même, et vous voyez qu'il fallait que je passe par la présentation des chats pour vous expliquer, parce que la musique, donc, dans cette vidéo, j'ai repris que la vidéo, j'ai pas mis le contexte, c'est sur TikTok. C'est donc cette musique virale, donc le choix d'une musique virale pour donner de la visibilité
à sa publication. Et puis ici, une juxtaposition d'images fixes qui, on est en janvier 2024, où on voit déjà la collade entre Jordan Bardella et Marine Le Pen avec 2027. Donc on est déjà dans une projection sur les élections présidentielles de 2027. Et puis, vous aurez aussi peut-être fait attention à ces avions qui arrivent sur la fin. Une synchronisation du rythme sur les boum, 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 avec plusieurs images d'avions, et qui va rejoindre cette rhétorique de l'extrême droite, de la remigration, qui est fortement développée au sein des réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, là où je travaille principalement à l'heure d'aujourd'hui. Un autre exemple qui m'a aussi fortement interpellée. Voici le nouveau président de la République et c'est Marine Le Pen avec 65,1% des suffrages qui arrivent en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Alors vous voyez ici, on est aussi tout début 2024. Donc j'étais pas sur un corpus encore réalisé, mais juste sur une veille informelle, on va dire. Et ce type de contenu qui apparaissent, où on voit déjà émerger la présence de l'intelligence artificielle qui va modifier les voix, et puis des images, le côté très ludique, le blanc-rouge qui arrive ici, et qui va nous projeter dans une réalité souhaitée, donc créer du récit sur ce qui peut se passer, et j'ai envie de dire, si je modalise selon le point de vue de celui ou celle qui a publié cette vidéo, ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est vraiment dire, regardez la réalité qui va arriver. Donc, à partir de ces observations et dans la continuité de mon questionnement sur la viralité, est intervenu du coup l'intérêt à regarder de plus près ce qui se passe du point de vue des élections. Et puis en 2024, on n'était encore pas sur les présidentielles, mais les européennes qui arrivaient. Donc je vais expliquer ensuite ceci plus précisément. Je voulais juste présenter aussi les ingrédients qui composent la figure que vous avez à l'écran, où en fait on a le premier élément qui est au-dessus de ce triangle, c'est l'attention. L'attention, c'est capter l'attention. Comment on va capter l'attention? Et capter l'attention signifie aussi faire en sorte que les internautes, les TikTokers, TikTokeuses, repartagent, republient, déclinent, fassent des mèmes, etc. Donc ça, c'est une ressource qui est hyper convoitée par les partis. On le sait, au jour d'aujourd'hui, en communication politique, il faut absolument investir les réseaux sociaux numériques pour gagner en visibilité. Dans la partie gauche de cette figure, vous avez les logiques de partage viral influencées par les algorithmes. Donc le rôle que joue vraiment l'espace socio-technique, qui a un algorithme qui va être proposé et ajusté en fonction de l'utilisateur, qui a aussi des algorithmes qui sont influencés aussi par des niveaux de visibilité qui vont mettre en avant des contenus avec des comptes plus influents, que ce soit des marques ou ici là on va parler de politique, mais c'est typiquement les mêmes logiques que dans le marketing politique, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant des contenus impulsés par des algorithmes, qui vont être aussi parfois boostés artificiellement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait déjà observé lorsqu'on avait travaillé dans le projet ANR avec Arnaud Mercier, Nathalie Pinnier-Chenel, où il y a énormément de comptes qui ne sont pas des comptes humains, mais des robots, des comptes automatisés, qui vont mettre en avant des contenus pour en fait rendre la visibilité de manière plus forte, et c'est une visibilité qui est artificielle quelque part, qui n'est pas censée représenter les vrais échanges, les vraies mises en avant des contenus. Sur la partie droite du triangle, vous avez les usagers, usagères. Donc cette participation, cette culture de la participation qui est essentielle dans le principe de faire circuler les contenus, et puis à l'idée de rechercher la visibilité. Donc chacun recherche sa visibilité, que ce soit une personne anonyme, une personne qui a besoin de reconnaissance au niveau de ses pairs, au niveau professionnel. Enfin, il y a différents niveaux de recherche de visibilité.
Ce que j'ai mis au milieu, c'est la centralité de l'émotion, parce qu'aussi, je pense que ce que j'observe, c'est pas que des contes médiatiques, mais c'est vrai que sur les corpus sur lesquels je suis, c'est vrai que l'émotion elle a un rôle central, notamment par rapport à la question de la musique, qui pour moi a vraiment cette dimension qui est propre à la musique, qui va affecter l'auditeur et qui va aussi permettre d'augmenter cette visibilité des contenus et donc générer des phénomènes de viralité. Alors, la raison qui m'a poussée à travailler sur un corpus politique et plus précisément électoral était liée au sondage qu'on entendait et que l'on a vu circuler donc, au printemps 2024 qui nous disait que les eurodéputés d'extrême droite pourraient occuper un quart des sièges du Parlement européen à l'issue des prochaines élections. Et donc on n'est pas arrivé à un quart, mais c'est quand même des résultats qui sont très forts dans la représentation des partis qui sont identifiés d'extrême droite, qui sont regroupés en deux groupes parlementaires, Identité et démocratie et conservateurs et réformistes. Dans les premières observations que j'ai voulu faire, déjà il fallait déjà regarder tous les comptes qui existaient, qui étaient des partis d'extrême droite, donc il y en a quand même 8 partis qui étaient déjà qui faisaient l'élection, et puis j'ai regardé le compte de Marie Maréchal Le Pen, où en fait, déjà, c'est pas une question de nombre d'abonnés. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi quelles sont les stratégies utilisées. Et puis, en fait, dans les publications qui allaient pour valoriser cette candidature-là, on était beaucoup quand même sur de l'affect et puis sur sa personne féminine. Et c'était finalement, il n'y avait pas beaucoup de stratégies très différenciées. On voyait un petit peu un ingrédient qui permettait de mettre en avant cette personnalité. Et c'est en regardant donc le compte de Jordan Bardella et toutes les publications qui soutenaient cette candidature-là que j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à observer, et c'est à partir de là que j'ai fait mon corpus. Alors TikTok, pourquoi TikTok? Déjà, ça fait partie d'une des applications de réseau social qui est la plus téléchargée. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2024, mais c'est toujours le cas. Hein. C'est le réseau, les utilisateurs passent le plus de temps. Et TikTok, ce qui m'intéressait aussi, bien entendu, c'est par rapport à la place de la musique, qui est très importante au sein de ce réseau. Et donc, la question qui se pose quand on aborde la problématique de la communication politique, elle est en lien avec les moyens de communication et la question de l'élection, de l'acte vraiment électoral. Donc il y a toujours quand même quelque chose qui est de l'ordre de dire, est-ce que la communication, est-ce que les moyens déployés font l'élection? Alors, bien entendu, on ne peut pas affirmer cela, mais il y a quand même des effets. Donc ça reste en fait un questionnement. On ne peut pas forcément répondre de manière franche sur cette question. Quel est le rôle joué par TikTok par rapport à cette mise en avant du candidat et de son élection? En tout cas, les deux hypothèses que j'ai mises en avant sont les suivantes. La première hypothèse est la suivante, c'est que les technologies de TikTok sont un tremplin au service de la participation. C'est-à-dire qu'il y a, vous le savez, l'algorithme de TikTok, il est hyper puissant. Il permet rapidement de changer la ligne des publications qu'un utilisateur peut regarder. Elle utilise des applications ou des outils qui vont permettre de créer ou recréer, qui sont aussi très faciles d'utilisation, donc il y a une forte démocratisation de la possibilité de se réapproprier des contenus et de créer à la fois de l'image et du son. Donc notamment l'application CapCut. Aussi, ils ont intégré, mais ça se développe toujours, mais les outils d'intelligence artificielle qui permettent de créer donc des voix artificielles à partir de textes écrits, qui permettent donc de générer tout un ensemble de contenus aussi du point de vue de l'image,
grâce à l'IA. Et puis aussi, ce qui est particulier dans TikTok, c'est qu'il y a aussi des fonctionnalités qui sont assez intéressantes du point de vue de l'utilisation des sons. Il y a déjà une appli qui permet de savoir quels sont les trends possibles pour l'utilisateur. Et il y a un moteur de recherche de musique qui permet aussi de retrouver les sons facilement et pour pouvoir se les réapproprier. La deuxième hypothèse, c'est celle que je travaille, c'est de poser la question de ce rôle de la musique qui joue un rôle au sein de cette participation créative. C'est un ingrédient avec lequel on va jouer. On joue de la musique en fait, on joue de la musique collectivement. Ouais. Et donc on se donne des éléments de musique, on se les réapproprie, on les compile, on les remixe, etc. Au niveau de la méthodologie, en fait, alors c'est toujours compliqué de travailler sur les réseaux sociaux numériques. Je pourrais peut-être plus détailler ces questions-là. En tout cas, ce que j'ai fait, c'était quelque chose d'assez nouveau et atypique. Et ça questionne énormément de choses. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un relevé à partir des jours du lendemain des scrutins. Donc, bien évidemment, quand on était sur les élections européennes, on ne savait pas qu'il allait y avoir encore d'autres élections qui allaient suivre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté dans un premier temps, donc le 10 juin, des publications en utilisant les mots-clés RN Bardella. Donc, en se focalisant vraiment sur la candidature de Bardella. Et ensuite, donc, par rapport à l'actualité et la dissolution, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là, quoi. Donc, j'ai continué en faisant à nouveau 2 relevés, les 1er et 8 juillet, donc au lendemain des scrutins. Et ce que j'ai relevé, c'était uniquement les publications où il y avait de la musique, et celles qui étaient proposées par l'algorithme, celles qui arrivaient donc en haut du panier par rapport aux résultats de la recherche. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne TikTok, alors c'est pas forcément très simple parce qu'il y a aussi un usage qui diffère en fonction de l'utilisation que tu as sur mobile ou sur ordi. Là, en fait, j'ai reproduit le design de TikTok qui se présente sur l'ordinateur. Ce que j'appelle, alors on a parlé de pétard tout à l'heure, c'est l'ère scripturale, du coup numérique, de TikTok. Et on voit là déjà qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération. Et donc on a les informations liées au compte, l'image de l'avatar, le nom du compte qui correspond à un hypertexte, le texte qui peut être fait avec du texte et des emojis, les métriques en lien avec le compte, on a le discours d'escorte qui peut être fait de texte écrit, de technomots, que ce soit des hashtags ou des mentions, mais aussi des emojis. On a, je situe, là je suis sur la droite de l'écran, je ne vois pas trop clair, c'est pas super net, mais juste en dessous on a le son, donc ça c'est extrêmement important par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'avec ma flèche, est-ce que j'arriverai à vous montrer? C'est ici. Donc en cliquant sur ce lien-là, on va aboutir au son qui est utilisé, au même son qui est utilisé dans d'autres publications. Donc c'est là que c'est vraiment, pour ça que je parle d'infrastructure de liaison sonore. C'est-à-dire que toutes les vidéos sont reliées par rapport à ce point commun qui est le son. Et ici, vous avez, alors c'est pas systématique dans toutes les publications, mais ici, il se trouve que c'est un template, donc comme un template de même, c'est-à-dire un modèle qui est réutilisable. Là, on a à la fois de l'image, donc cette image de Walter White en premier plan, et la musique. Et donc, en cliquant sur ce lien, CapCut, il est possible directement de pouvoir réutiliser ce modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement facilitant du point de vue de la création participative. Donc tout en bas à droite, on a les ensembles liés aux commentaires. Et puis rien que sur la vidéo partagée, on a des éléments iconiques, de l'image fixe, de l'image compilée, des images superposées. Donc toute cette complexité-là qui est à prendre en considération. Et puis aussi tout ce qui est en lien avec la dimension sonore.
Donc les textes qui peuvent être oralisés grâce à une IA, comme je l'ai dit juste avant. Les musiques, donc les musiques qui sont ajoutées, qui sont superposées, remixées. Et puis aussi le texte à l'écran, les émojis à l'écran. Enfin, c'est vraiment du point de vue de la plurisémioticité, c'est très riche. Et s'ajoute aussi l'ingrédient de la multimodalité, puisque dans les vidéos, souvent, c'est pas le cas dans l'exemple ici, mais c'est l'utilisateur qui se filme, qui se met en avant, donc sa posture, sa gestuelle, tout ceci entre aussi comme élément d'effets de sens qui sont créés par rapport à l'ensemble de la vidéo qui est créée. Ici, je vous avais mis une capture d'écran pour montrer, en fait, une fois que tu cliques sur CapCut, tu arrives vers une plateforme qui te permet, en fait, de décliner ici le template que je cite ici. Alors, c'est très petit, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, ce qui est toujours difficile quand tu travailles en analyse du discours et sur les réseaux sociaux numériques, c'est l'identification des comptes et de savoir en fait qui publie. Alors, je n'ai pas une approche sociologique dans le sens où je n'aurai pas d'indication réelle pour savoir quel est le genre, quel est l'âge. On n'a en fait que la représentation de qui veut bien se montrer. Donc on est toujours dans une question d'image, de construction d'une image. Donc moi ce que j'analyse c'est des éléments qui sont des éléments sémiotiques qui permettent de pouvoir identifier l'image, projeter l'image que l'on veut donner. Donc par rapport au type de comptes qui sont représentés au sein des publications, je ne l'ai pas dit ouvertement, mais en fait je me suis arrêtée à 400 publications. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Alors ça, c'est des vraies questions qu'on me pose aussi. Où s'arrêter au niveau de la constitution du corpus. Et puis aussi, ce que je n'ai pas dit, c'était dans la diapo d'avant, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte dans les publications que je récoltais qu'il y avait un positionnement argumentatif très très fort, soit en faveur de Jordan Bardella, soit en opposition à sa candidature. Ce qui a fait que dans mon relevé, j'ai tout de suite séparé les publications. J'ai fait 2 PowerPoint où je faisais mes captures d'écran, où je mettais mes liens, etc. Et il y a vraiment une très très forte polarisation en tout cas. Et c'est une question que je me pose parce qu'on était en contexte électoral et donc à voir si cette polarisation persiste en dehors d'une élection au sein de cet espace qu'est TikTok. Donc pour le corpus, du coup ce que j'ai appelé le corpus pro-RN et le corpus anti-RN, on a déjà une plus forte représentation des publications pro-RN avec 267 publications sur 400 et puis 133 publications qui s'opposaient ouvertement à la candidature de Jordan Bardella. Ce que l'on peut voir au niveau des comptes, c'est qu'il y a une représentation assez forte de ce que j'ai appelé des identitaires pro-RN. C'est-à-dire que dans le nom du compte ou dans l'image qui a été ajoutée dans l'avatar, on a ouvertement une référence à des symboles nationaux, que ce soit le drapeau bleu, blanc, rouge, la croix de Lorraine, la fleur de lys, ou encore, comme vous le voyez ici à l'écran, on reprend carrément le logo du parti. Mais on a aussi tout un ensemble de comptes. Alors c'est là que c'est très difficile parce qu'en fait, mis à part ce qu'on pourrait identifier comme étant des identitaires pro-RN, après j'avais mis aussi une catégorie pour un engagement pro-LFI ou pro-Front Populaire. Après il y a ceux qui sont professionnels de la politique, ça on les reconnaît plus facilement, les comptes, les influenceurs aussi. Et puis les créateurs, créatrices de musique, ça aussi c'est quelque chose que l'on peut voir ouvertement. Et après il y a tout le reste, et là j'ai difficilement pu faire encore des sous-catégories. Mais ce sont les TikTokeuses, TikTokers lambda, qui ont une activité où c'est pas forcément une activité qui est soit personnelle, soit qui est liée à une activité, un loisir, ou quelque chose de semi-pro, c'est pas forcément explicitement dit. Donc avec ici beaucoup de comptes de jeunes femmes qui vont se positionner en faveur de Jordan Bardella. Alors d'un point de vue éthique, ça m'embêtait un peu de mettre les visages, les comptes, surtout qu'on est sur une présentation en mode hybride, mais en même temps il faut parler de récit de soi.
Donc j'étais un petit peu embêtée, j'ai mis une espèce de filtre pour un peu flouter, mais c'est pas tant flouté que ça sur les visages. Et j'ai aussi caché les noms de compte. Donc pour le camp des anti-RN, on a donc beaucoup plus de comptes, on va dire lambda, donc cette catégorie un peu large qui va être représentée ici dans les publications, où il n'y a pas forcément une mise en avant de quelque chose de partisan, sauf la récurrence que j'ai observée dans les images de comptes, où on avait le hashtag qui signifiait le soutien à la Palestine, le génocide, avec le drapeau, les couleurs du drapeau qui sont reprises, vous le voyez, vous ne le voyez pas, mais c'est sur les deux captures d'écran à gauche. Alors, alors là c'était sur la partie compte, maintenant je vais partir un petit peu sur le cadre théorique que je travaille. Il y a un petit décalage au niveau c'est pas grave, c'est du détail. Alors en fait, on dit souvent que TikTok c'est une machine à mèmes, dans le sens où tout ce qui est dit, produit, c'est toujours quelque chose qui va se répliquer, qui va devenir viral, etc. Alors en effet, on pourrait considérer que tout ce qui est en effet publié, ça entre dans une ligne dialogique, si je reprends un peu des théories de l'analyse du discours, qui permet en fait que, tout à fait, oui, les discours se répondent, les discours se reproduisent, et donc on est dans cette chaîne dialogique où on peut considérer qu'il y a cet aspect au sens large mémétique. Voilà. Mais pour être plus précis, j'ai essayé de mettre en exergue deux phénomènes. En fait, le premier phénomène, c'est l'intermusicalité connectée, qui va considérer qu'en fait, que sur TikTok, on agit en partageant des créations et que c'est cette interaction avec le contenu musical qui va créer du lien, mais c'est pas forcément inscrit dans une chaîne mémétique, dans le sens mémétique où vraiment il y a une reprise qui est sur une chaîne continue à partir d'un élément culturel stable. Et les mêmes musicaux, par contre, là je vais les considérer comme étant le résultat d'un processus intermusical, d'une réappropriation collective, mais où plus précisément on a une seule référence musicale qui fait l'objet de différentes déclinaisons. Donc, à partir d'une référence musicale, je vais créer un discours que je vais appeler donc du coup un mème musical. Donc, dans la définition que je donne, c'est une définition très dispersive pour le coup. Donc, le résultat d'un processus, d'un acte d'énonciation, mais cet acte d'énonciation, il n'est pas juste isolé, mais il s'inscrit dans une chaîne, dans un ensemble, dans une chaîne participative. Et le point qui est essentiel à mettre en avant par rapport à cette définition des mèmes musicaux, c'est de dire que ces déclinaisons, elles vont dépendre des affordances technodiscursives des plateformes, c'est-à-dire que c'est grâce ou à cause, c'est toujours compliqué, mais c'est grâce aux fonctionnalités de la plateforme qu'on va pouvoir facilement décliner, réutiliser le son comme j'ai pu le montrer juste avant. Et aussi, bien entendu, le rôle des algorithmes de recommandation qui sont hyper importants, qui vont mettre en avant certains sons, certaines tendances pour pouvoir les réapproprier. Et puis, le troisième point qui me semble extrêmement important à mettre en avant dans cette définition que je donne des mèmes musicaux, c'est la charge émotionnelle d'un mème musical qui va faciliter en fait la déclinaison et faciliter ce qu'on va nommer des communautés numériques affectives. Donc ensuite, sur ce travail sur les mèmes, on voit aussi que, alors là vous allez entendre du jeunette de manière discursive, donc forcément on ne se refait pas, venant des sciences du langage, on essaie de catégoriser, de voir en fait, tiens, cette réappropriation-là, elle crée tel discours selon tel processus qui est différent que dans telle autre réappropriation.
Je vous ai donné ici un exemple à partir d'un son qui a été très utilisé durant la campagne, c'est Porcherie des Berruriers Noirs. Et ici, vous l'avez en simple citation, c'est-à-dire que le son est utilisé, mais c'est simplement cité, mais ça constitue un même. Ensuite, vous avez le phénomène de reprise, où là, en fait, on a une réappropriation qui est plus sensible, plus subjective, où ça peut carrément modifier le style, comme vous allez le voir ici, si j'arrive à trouver la petite flèche, hop, là voilà. La jeunesse emmerde, le Front National, la jeunesse emmerde. Et puis après, on a des formes de parodie musicale, où là, en fait, dans un but humoristique, alors c'est une catégorie qui peut être aussi questionnée, parce qu'elle est un peu différente des autres, c'est pas juste... C'est aussi l'intention communicationnelle qui change, et puis en faisant de la parodie, je modifie les paroles, donc je dis autre chose. Donc ici, l'exemple... Et donc, en fait, ça a été, c'est quelque chose que je vais expliquer par la suite, mais on voit qu'il y a vraiment des dialogues, des confrontations qui se jouent à travers l'usage de la musique. Et là, on voit que c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle, parce que la voix du chanteur, elle est quasiment... quelqu'un qui ne connaît pas le titre, Porcherie, parce que ça date des années 80, et qui entend ce son-là, il pourrait même presque croire que c'est la vraie chanson. Je trouve que du point de vue, ça c'est d'autres questions que je me pose, mais par rapport à l'esprit critique, est-ce qu'on est assez armé pour comprendre ça, pour aussi identifier les vraies versions du point de vue musical? Il faut avoir un peu de culture quand même, à minima musicale. Et puis après, il y a deux autres catégories, qui peuvent être, en fait, c'est pas forcément exclu en face, c'est-à-dire que ça peut être considéré, c'est plus en fait en lien avec le détournement du point de vue de la technique. Un remix musical, il va prendre un petit morceau, décomposer, recomposer, modifier la mélodie d'un point de vue technique, modifier le rythme en accélérant, en ralentissant, etc. sur une seule référence musicale. C'est un petit peu comme ça que je me suis un peu dépatouillée, débrouillée pour présenter les choses, à la différence du mashup, où là, le mashup, il mélange plusieurs sons originaux. Donc, ça peut être 2, 3, 4 sons qui peuvent être superposés, qui peuvent être juxtaposés, donc avec toutes les possibilités qui sont aussi faites du point de vue du remix, c'est-à-dire qu'un son il peut être accéléré, un autre il peut être... Et tout ceci fait un ensemble, donc cet ensemble en machin. Alors, dans mon résumé de présentation, du coup, par contre, j'ai pas trop regardé le temps. Et il y a eu un arrêt, donc... j'avais en fait annoncé 3 axes sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui. Le premier axe, il concerne le militantisme créatif. Donc militantisme au sens large, c'est-à-dire tous les moyens qui sont utilisés pour pouvoir correspondre à une forme d'engagement. Et beaucoup de ces formes d'engagement utilisent notamment toute cette créativité qui est née dans l'esprit de la culture des mèmes. Donc cette logique de réutilisation de références culturelles, donc issues, alors ce que j'appelle la culture populaire de masse, pour bien accentuer aussi le fait que les références culturelles, ce sont un peu toujours les mêmes, c'est les plus connus, c'est Harry Potter, c'est Jurassic Park, c'est vraiment... des stéréotypes dans le sens vraiment très répété, très utilisé dans cette culture des mêmes. Donc là, un exemple où vous avez un template qui utilise donc une scène de Jurassic Park que je vais vous faire visionner, où vous avez juste cette scène-là avec un texte oralisé repris du film.
et l'utilisation de la bande-son originale du film. Donc cette mélodie que tout le monde connaît. Et donc, comme on est sur un template, on va pouvoir ensuite ajouter ce fond qui peut être décliné donc dans différents mèmes. Et ici, c'est donc quand tu vas à la CAF le matin. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Donc voilà, vous voyez cette logique du lulz, cet humour grinçant, ce côté, ça fait sourire et en même temps ça fait des frissons parce que on est vraiment dans une figure de l'animalisation et on cible les minorités et pas n'importe quelle minorité. Et vous allez voir que ce sera toujours les mêmes minorités, c'est la religion musulmane qui est ciblée. C'est pas d'autres immigrés qui sont pointés du doigt. Autre exemple, où vous avez le même principe de template, cette fois-ci avec cette image de singes qui vont chercher des bananes et cette récurrence de l'image de la CAF. Et c'est vraiment des formes d'images que j'ai repérées beaucoup de fois, j'ai plus le comptage exact, mais au sein de ces publications. Donc quand j'ai mis pour, c'est pro-RN. Hein, ici aussi une forme de narration avec l'utilisation de la musique qui va créer un climat. Et la musique, elle est très importante ici puisque vous reconnaissez l'image de la série The Walking Dead, donc qui va créer un climat du point de vue de l'affect. Et là, on n'est plus dans la mignonnerie, on n'est plus sur l'idée de chercher à attiser la peur, la trahison. Mais en même temps, avec les images qui sont présentées, c'est aussi toujours ce langage décalé, presque humoristique, dans le sens du luxe. Publication qui, je le précise parce que, en fait, quand j'ai parlé de méthodo tout à l'heure, j'ai récolté toutes les choses là au lendemain d'eux, et en fait, ça a été très rapidement supprimé. Donc, ça pose vraiment des problèmes, des obstacles du point de vue méthodologique, quoi. Et parce qu'en fait, en un temps très court, j'ai pas toujours tout téléchargé les vidéos. Donc, je me retrouve avec un corpus un peu incomplet. Donc, c'est vraiment les questions qui se posent quand on travaille sur les discours socio-numériques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette incomplétude qui est forcément représentative de mon corpus. Alors, c'est vrai que je travaille que par relevé à la main, parce que aussi quand tu vois les vidéos, quand tu les télécharges, quand tu copies les textes, etc., tu t'imprègnes beaucoup plus en fait du matériau sur lequel tu travailles. Et c'est vrai qu'il existe des logiciels qui permettent d'aspirer les textes, etc., les liens, mais ça demanderait d'être équipé et aussi accompagné, parce que seul c'est difficile. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de comparaison visuelle, là vous en avez un autre exemple avec cet imaginaire culturel issu du film Matrix, et qui a été très repris et réapproprié, notamment pour des théories complotistes, où en fait tu as la présentation des deux pilules, je ne sais pas si vous voyez cette scène, je vais la montrer juste après, qui présente en fait deux réalités, il faut choisir la bonne. Faut choisir la bonne réalité. Et cette idée de présentation de deux réalités où on va t'orienter pour aller choisir celle qu'il faut choisir, et ben ça correspond à l'argument de la fausse alternative en rhétorique, où tu présentes deux réalités, une bonne, une mauvaise, ben forcément tu vas te diriger vers la bonne. Je sais pas, j'ai plus... Ah si, c'est... Donc avec ici la musique qui va aussi créer cette ambiance, cette mise en avant de ce choix à faire. Je ne vais pas forcément commenter les images.
Alors aussi une publication qui a été rapidement supprimée et qui va montrer un autre processus que j'observe, alors pas forcément dans ce corpus-là que je vous montre aujourd'hui, mais sur celui sur lequel je travaille actuellement, qui est celle de reprendre en fait des paroles de politique qui vont ensuite être mises en musique. C'est une notion que je suis en train de travailler, du coup ça ne fait pas partie de ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui, de micro-formule musicale, je travaille là-dessus actuellement. Et donc ici, vous allez voir, donc c'est un mash-up, du coup, puisqu'on a la voix de Marine Le Pen qui nous dit « Allez voter ». Cet extrait, cette petite phrase extraite de son contexte, donc qui est très forte du point de vue performatif, hein, qui a été prononcée sur le plateau de BFM TV le 5 juin, et puis le choix d'une chanson de Johnny Cash avec un style country un peu décalé, encore une fois, le côté humoristique, et la narration de la personne qui va se filmer avec une bouteille de vin à la main et qui court au bureau de vote. Donc on ne sait pas si c'est la personne qui gère le compte ou une image qui a été reprise d'ailleurs, peu importe, en tout cas, on ne peut pas le vérifier de toute façon. Allez voter, décidez votre avenir. Le peuple vote, le peuple gagne. Alors, je passe au deuxième volet, du coup, qui va plus se focaliser sur la question des récits de soi, de la mise en avant de soi, et donc sur TikTok, quand j'avais travaillé sur les chatons mignons, c'était vraiment sur cette plateforme que la représentation de soi à l'image était déjà la plus forte. Alors, le dispositif en lui-même, en fait, il incite cette idée de se mettre à l'image, hein, sous format selfie ou sous format filmé avec un trépied qui permet de se filmer, etc. Donc il y a vraiment l'idée des fonctionnalités, ce qu'on a dit tout à l'heure, des affordances de TikTok qui vont inciter déjà à la mise en avant de soi. Ici, à gauche, je vous ai donné 3 exemples. Un qui va plus être en lien avec la question d'un usage du selfie, mais qui n'est pas uniquement typique de la plateforme TikTok, mais qui permet de faire des formes de fan cam, c'est-à-dire de se filmer avec sa star, hein, et qui a été réutilisée, réappropriée par la communication politique. Ici, ça correspond à ce que Pauline Escangouquet parle de selfie-graphe. C'est un autographe par le selfie, en fait. Qui fait un selfie avec Jordan qui était dans sa story. Donc voilà, lors d'un déplacement officiel ou d'un meeting, la personne se prend en vidéo, va ajouter cette musique qui va créer une ambiance narrative autour de ça. D'autres formats qui sont, alors là c'est juste des captures d'écran, qui sont vraiment liés aux affordances de TikTok, mais aussi de Snapchat. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez peut-être mieux que moi pour la jeune génération, mais le principe du post-it, par exemple, qu'on le retrouve très souvent, où en fait tu as sur ton front des images qui défilent, et puis ça s'arrête sur le personnage, et c'est un peu un hasard, et en fait c'est censé être celui qui te représente le plus. Donc c'est quelque chose que l'internaute découvre en même temps, en direct. Donc l'émotion en direct aussi, l'émotion de la déception ou l'émotion de « Ah, c'est celle que je voulais ». Et bien là, par contre, là, il disait « Ah oui, je voulais Bardella ». Et aussi à droite, ce que vous avez à l'écran, donc c'est le principe du classement. Alors ça, c'est pas que pour la politique, hein, c'est sur plein de choses, mais on classe nos préférences et ça va être généré de manière aléatoire. Et donc là, ça correspond ou pas à ce que l'on a voulu avoir. Donc on est plus ou moins député. Là, je pense que la jeune femme est députée d'avoir Marion Maréchal Le Pen qui apparaît sur son front. Alors, des récits de soi qui sont spécifiquement liés à des formes de militantisme sur le terrain. Alors, c'est la vidéo que vous venez de voir, donc des formats de collage, d'arrachage d'affiches. Typiquement, donc c'est intéressant du point de vue de ce que Alba Wagner nomme la post-digitalité, c'est-à-dire le fait que les réseaux sociaux numériques, en fait, ils ont une interconnexion du terrain avec du réel, et ce réel-là, il est
il est amplifié par les réseaux et ces réseaux donnent une nouvelle visibilité à une action qui est déjà visible sur le terrain, hors connexion, hors ligne. Donc cette idée de porosité entre des mondes en ligne et hors ligne qui est hyper importante. Et ce que vous voyez sur les 3 captures d'écran à gauche, ça c'est quelque chose que j'ai observé dans ce corpus spécifiquement lié à l'élection aux européennes. Cette pratique de se filmer dans l'isoloir. Alors c'est vraiment, ça interroge, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu vas dans l'isoloir, c'est censé être un vote secret. Et donc il y a plusieurs configurations. On peut filmer le bulletin de vote sans forcément se filmer soi, mais en tout cas tu te montres quelque part, c'est une forme d'extimité. Tu montres pour qui tu votes sans forcément te montrer toi à l'image. Ou tu montres le bulletin que tu déchires, que tu arraches, ou tu te montres carrément en train de danser dans l'isoloir. Ce que j'appelais l'extrémité électorale. Voilà. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour le montrer qu'on te parlait. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour le montrer qu'on te parlait. Et alors, donc une forme très intéressante à analyser et que moi j'ai découverte aussi en analysant mon corpus, mais je pense que les personnes qui sont sur TikTok ont l'habitude de ce format, c'est le lip sync. Alors le lip sync qui correspond à une synchronisation des lèvres sur une musique, consiste à chanter sur un son qui est mis en arrière et donc et il y a une feinte de l'orateur qui va chanter sur la chanson. Et il peut y avoir aussi une amélioration de la vidéo qui va permettre de synchroniser les lèvres sur la musique pour qu'il y ait vraiment un rendu qui soit bien fait par rapport à l'utilisation de l'IA. C'est des choses qui se développent. Donc on peut devenir chanteur très facilement. Et alors c'est pas une forme de playback dans le sens où en fait il y a vraiment une mise en avant de soi comme étant l'orateur en fait. C'est comme si j'étais la personne qui chante et où je me mets en train de chanter, je me mets en avant en train de chanter. Donc ça a été très 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 utilisé dans les 2 camps qui vont donc avec chacune leur son, donc celui que vous avez entendu là qui est un son qui a généré énormément de mèmes musicaux dans ce format typiquement. Et donc c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse énormément, cette idée de nouvelles formes de récit de soi à travers donc la performance musicale. Et puis donc dans cette mise en avant de soi, on a parlé de multimodalité tout à l'heure, là c'est extrêmement important, c'est le corps qui parle, c'est les gestes, c'est la mimique, c'est le regard, c'est l'inclinaison de la tête, etc. Tiens, vous êtes là, vous. On vous a pas vu jeudi, collègues de l'extrême droite. Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous? Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Collègues, laissez-moi simplement vous notifier d'une chose au Rassemblement national. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Alors cette micro-formule musicale, elle a été très utilisée dans le camp opposé au RN. On entend ici la voix de David Guiraud, qui est un discours prononcé à l'Assemblée nationale et qui date, en fait, c'est pas quelque chose qui est relatif au présent, c'est un ancien discours réinvesti dans un autre contexte qui permet en fait de pointer un argument du fait que le RN n'est pas présent à l'Assemblée nationale, donc critiquer l'absentéisme, donc mettre en avant cet argument pour critiquer le RN. Alors, aussi, donc on a vu la prise en charge d'une musique avec laquelle on a un accord sur le point de vue qui est représenté dans la musique, et on a aussi des formes de récupération. Alors, je vais commencer par vous expliquer un exemple particulier, en sachant que c'est très difficile de pouvoir
aller à l'origine d'eux. Hein. C'est comme trouver la première image du premier mème, c'est impossible. Enfin, sauf que là, on peut quand même retrouver des choses par rapport à la recherche par son. Et je vais vous donner un exemple ici qui est intéressant, où vraiment le son il est repris, réinvesti et puis réapproprié en fonction d'un point de vue. Donc c'est toujours la question de l'énonciation, de la prise en charge énonciative qui va être, vous entendez ici Alain Rabatel qui parle là, à travers moi. Donc ici, la musique d'origine, c'est 113 de Tonton du Bled qui date de 99. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit elle est là. Et ça a été en fait repris sous forme de parodie le 16 juin par un influenceur. Alors c'est un comique, j'avoue que je ne le connais pas et que j'ai pas non plus été chercher plus en détail ce qu'il faisait, mais son nom, son pseudo c'est Rebeu de Poche. Donc on suppose qu'il a des origines algériennes, en tout cas maghrébines, mais on voit bien que la reprise, elle aura une connotation qui va s'opposer à Bardella. Et cette reprise, la modification des paroles nous donne « Je voulais rester à Bagnolet, Macron m'a dit Bardella ». Et donc cette musique, elle a été à l'origine de plein de réappropriations et de construction de mèmes qui étaient initialement, dont la cible, c'était les opposants au RN, de faire mobiliser l'ensemble de cette sphère anti-RN pour critiquer Bardella à travers ce son et cette parodie musicale. Sauf que 2 jours après, donc là, un influenceur, cette fois-ci, alors pareil, c'est difficile pour moi de dire qui est cet influenceur, surtout que son compte, il a été supprimé juste après. Alors j'ai vu qu'il est à nouveau présent sur TikTok, donc peut-être qu'il a été censuré, c'est mon hypothèse. Et en fait, ce compte, il est important parce qu'il a lancé quand même des sons hyper importants, donc des parodies musicales qui ont été extrêmement repris dans le camp des pro-Bardella. Et vous voyez ici que l'image qui est reprise à travers cette idée de reprise de son, sous forme de citation, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que la musique, elle n'est pas modifiée. Elle n'est pas modifiée, mais ça se joue au niveau des images. Et ça donne ceci, c'est-à-dire qu'on reprend le son, on ne modifie pas la musique, mais c'est les images qui vont donner notre orientation argumentative au son. Je voulais rester à Bagnolet, Macron m'a dit Bardella. Dans ce cas-là, on laisse ton burkini Bardella. Alors dans une semaine, je suis en Algérie Bardella. J'ai fini. Et donc vous voyez cette succession d'images qui sont réalisées par intelligence artificielle, où la plupart des images font allusion à la rhétorique de la remigration, avec cette figuration de l'avion, et cette dernière image qui est à proprement parler hyper discriminante, qui va associer à une personne d'origine musulmane à un cochon dans une posture qui est jugée comme étant une forme de discours de haine, rien qu'à travers l'image. Enfant du RN, tu es l'allié des Le Pen. Cherchez les bulletins, c'est ta vie, c'est ton destin. Alors, cette musique, qui est une parodie musicale des Mystérieuses Cités d'Or, ce dessin animé des années 80, qui a été très fortement reprise par le camp pro-RN, hein, tu es l'allié des Le Pen. Bon, j'ai les paroles ailleurs, mais les paroles sont plutôt positives, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'aspect critique, plus sur la construction d'un ethos de Bardella comme étant quelqu'un de fidèle au pope qui va pouvoir prendre la relève. Et donc, on a le cas de... Je prends juste une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Dans ces formes de réalisation de mèmes musicaux, lorsque la prise en charge du point de vue défendu est celui que l'on a, en fait, nous, en tant qu'énonciateurs, créateurs, en termes de posture, on est dans une forme de co-énonciation, c'est-à-dire que le son que l'on cite, on est d'accord avec ce son et on s'aligne avec le point de vue porté par cette musique. Alors, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a le point de vue des paroles de la musique, et ensuite il y a le point de vue de l'énonciateur qui reprend, mais pour le dire plus simplement, donc ce phénomène de co-énonciation
qui va ensuite mener à des formes de récupération. Et là, c'est là que la multimodalité, elle joue un rôle très fort, puisque c'est la même musique, donc il n'y a pas de changement au niveau de la musique, mais c'est ce qui est représenté à l'image du point de vue du positionnement de la tête, le fait qu'en fait on n'est pas d'accord, mais c'est juste dans la gestuelle, enfin dans la mimique et dans la posture, je dirais l'inclinaison de la tête, que l'on marque une forme de surénonciation, c'est-à-dire que ah oui, oui, bien sûr, je vote. Et puis ce texte aussi cité à l'écran avec les guillemets, je vote Bardella. Hein, donc avec cette idée de dissociation entre ce que je cite et ce que je fais, ce que je pense réellement. Et rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Alors, autre musique qui a été fortement reprise dans des mêmes musicaux, alors principalement dans le camp opposé au RN, cette chanson de Trio, alors pareil qui date un petit peu, qui date des années 90, mais ce choix il n'est pas anodin, puisqu'aussi dans les paroles, on a une référence explicite, je cite, aux connards, pour que les connards du FN ne s'alimentent plus sur nos problèmes dans les paroles. Donc typiquement, c'est une musique qui va permettre de critiquer l'extrême droite, donc avec ce genre de publication où l'énonciateur, pareil, donc adopte une posture de co-énonciation par rapport au point de vue défendu dans la chanson du groupe Trio, et des formes de récupération dans l'autre camp. Là, on est sur la même journée, hein, le 10 juin, et puis donc c'est cette idée de réponse, quoi. C'est vraiment intéressant dans un sens comme dans l'autre. Cette même manière de reprendre ces codes et puis de dire, bah voilà, avec cette musique-là, que je cite, bah, si j'écoute que la musique, je pourrais croire que cette jeune femme, elle est de gauche, mais non, pas du tout. C'est le texte ici qui nous donne une orientation interprétative, puisque le texte est pour, alors les gauchos, pas trop dégoûtés. Donc il y a aussi donc on est vraiment sur le lendemain, sur le jour de l'élection, donc tout le monde se lâche. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une forme de moquerie surplombante aussi par rapport à la défaite en fait. Donc ici, ce son que j'ai montré tout à l'heure, qui de la même manière, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais aller très vite, c'est un son qui a généré énormément de mèmes dans le camp des anti-RN, notamment en format lip-sync, et puis donc cette reprise qui a été faite, mais cette fois-ci en faisant une parodie, c'est-à-dire qu'on va changer les paroles pour en créer un discours autre, et donc ça a constitué en fait un son, à l'origine d'autres mèmes, et il y a énormément aussi de mèmes qui ont été construits à partir de ce son, avec ce texte modifié, la jeunesse emmerde le Front populaire. Alors aussi ce que l'on observe, donc l'idée de récupération à travers un son qui n'est pas modifié, l'idée de récupération à partir d'un son qui est modifié, et puis aussi carrément l'idée de récupération à travers la création d'un autre son, mais qui se rapproche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien en fait d'un point de vue musical explicite ou même d'un point de vue technique, technologique, les sons sont dissociés, mais c'est dans le format même de la musique que l'on va reconnaître interdiscursivement, intermusicalement, la référence initiale. Donc la référence, elle correspond à un son que j'ai analysé, j'ai présenté ce travail-là en fin d'année 2025, notamment à un colloque sur les migrations, et correspond en fait au son je partira pas. Je vais vous expliquer très rapidement. En fait, il s'agit en fait au départ d'une vidéo qui a été filmée dans un avion et où la vidéo montre une personne qui hurle en train de dire « je partirai pas, je partirai pas ». Donc cette personne que l'on renvoie en Algérie. Et puis la vidéo initiale, où il n'y a pas de musique, on est d'accord, hein, c'était plus sur le mode de la compassion pour dire « regardez le pauvre », etc., etc. Et puis en fait, en 2023, le son a été récupéré par les partisans du RN qui en ont fait un mème. Et donc ça a énormément circulé
avec plein d'images donc d'avions, plein d'images de faites par IA avec les forces de l'ordre qui raccompagnent la personne. Et donc, il y a eu plusieurs aussi reprises avec l'accompagnement musical, mais ça n'a pas forcément pris. Et c'est en juin 2024 que la musique, donc qui va donner une autre dimension à cette petite phrase, qui va être musicalisée et qui va générer énormément de polémiques. Alors, est-ce que je l'ai... Oh là là... si je vous la fais pas entendre, c'est pas grave, parce que vous l'aurez pas dans la tête. Donc c'est... Bon, j'arrive pas à attraper le petit curseur. C'est un style techno, très rythmé, et les paroles, c'est « je partirai pas », si tu partiras, tu rentreras chez toi. Alors j'arrive pas à lire. Comme tu es venu, tu partiras, alors avec donc cet écho de « je partirai pas » cité dans les guillemets, si tu partiras avec ta Fatma, enfin des paroles très... Et donc il y a eu une plainte qui a été déposée en juin 2024 par notamment SOS Racisme qui a demandé un retrait de cette vidéo, sauf qu'en fait, quand j'ai retravaillé sur ce corpus-là, tu trouves cette vidéo partout, sur tous les réseaux. Ça a tellement circulé que c'est pas impossible de la supprimer, quoi. Et aussi, d'un point de vue de la com politique, ce qui est intéressant, c'est que Éric Zemmour, sur son compte officiel d'Instagram, a publié cette vidéo qui le représente lui en format IA, qui chante avec sa voix modifiée par IA, qui chante cette chanson « Je partirai pas ». Et donc, dans l'idée de récupération, dans le sens de créer un contre-discours, on a une chanson qui a largement aussi circulé, donc plutôt sur la fin du mois de juin, avant les législatives, avec l'idée de « voilà, on restera là ». Donc cette idée de musique qui va reprendre sous forme de réponse le « je partira pas » avec le « on » collectif, le rester, partir, l'opposition, et puis l'idée des sons qui sont proches, restera, partira, là. Donc clairement, on est dans une autre forme de contre-discours et qui vise en fait à se distancier de cette musique-là, de la critiquer, de la juger, de la dénoncer. Alors voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation et plutôt pour donner des perspectives, parce que tout ceci c'est en train de se mettre en place et il y a énormément de pistes de travail à travailler, à mettre en avant. Et donc la question de TikTok et de ces technologies est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que prendre en considération les algorithmes, tout ce qui est outils de création, tout ce qui est identification des tendances musicales, ça va être hyper important à prendre en considération par rapport à ces phénomènes de viralité. Le fait aussi de penser cette notion de mise en relation sociale par rapport à la musique, c'est quelque chose que je souhaite vraiment creuser, notamment sur la question de l'affect qui se crée dans cette idée de rapport, de rapprochement en fait, entre les membres d'une communauté. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les communautés numériques, elles ne se construisent pas que dans l'amitié, mais aussi dans la conflictualité. Et cette importance de cette polarisation du débat politique qui va opposer des discours et des contre-discours et qui vont se répondre à travers l'usage de la musique. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, que je souhaite poursuivre dans ma recherche. Et puis aussi la place de l'extimité, des différents formats d'extimité qui sont mis en avant, se mettre soi en avant par rapport à son genre, par rapport à son âge, par rapport à son action sur le terrain, qui va aussi renforcer l'affectivité qui est présente dans les publications. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup.